Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, je continue à accepter toutes les personnes qui sont en salle d'attente. Hop, voilà. Merci à tous de votre participation aujourd'hui. Hop, je vais juste enlever ça. Je vais admettre les derniers qui se joignent à nous. Et puis voilà, en attendant les derniers participants, eh bien, hop, je vais vous présenter Terra Panamérica et puis notre cycle du live des experts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc la coordinatrice générale de Terra Panamérica. Nous sommes un réseau de 8 agences réceptives spécialiste du marché francophone et du voyage sur mesure depuis plus de 20 ans. Nous opérons donc depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble donc pour un live des experts consacré à l'Alaska. Donc le live des experts, en fait, c'est un cycle de webinaires de 30 minutes qu'on a mis en place et qui nous permet de vous présenter certaines destinations, voilà, des destinations de manière généraliste ou parfois de rentrer vraiment en détail sur un circuit, un itinéraire, une thématique pour vous donner voilà, toutes les informations nécessaires sur nos produits. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de Terra Canada et Alaska, Louise, gérante de Terra Canada et Alaska, et Naïma Gell, qui est conceptrice voyage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bienvenue à Bonjour, tous. bonjour à tous. Tu peux rappeler ta C'est numéro? parfait. Eh bien, écoutez, je continue d'accepter les derniers arrivants, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous laisse la parole pour que vous nous parliez de cette belle destination souvent méconnue. Parfait, merci Judith. Je vais peut-être demander à tous les participants de bien penser à couper leur micro, comme ça il n'y aura pas de bruit de fond pendant le live qui est enregistré, qui sera rediffusé derrière sur YouTube si vous avez besoin. Eh bien, c'est parti, il est 15h02, donc on va commencer. Bienvenue à tous pour ce live sur l'Alaska qu'on va animer avec Naïma pour vous présenter un petit peu notre équipe. Déjà, on a voulu mettre un petit peu des visages sur qui est derrière Terra Canada et Alaska. La dernière prospection dans la région remonte à mai 2025, donc j'ai passé un mois à sillonner l'État à la découverte de nouvelles petites pépites qu'on a ajoutées dans notre catalogue et qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Naïma. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout l'Alaska, on va quand même repartir un petit peu sur les bases, à savoir que généralement vos voyageurs arrivent soit à Anchorage, qui est la plus grande ville du pays, de l'État, pardon, soit à Fairbanks. C'est aussi possible d'arriver à Anchorage et repartir de Fairbanks, par exemple. Autrement, j'imagine aussi que parfois vous avez des voyageurs qui ont réservé une croisière et qui peuvent arriver directement à Seward ou à Valdez. On va aussi, en fin de présentation, sortir des sentiers battus. On va vous emmener du côté de McCarthy, par exemple, qui est vraiment une étape très particulière. Je vous le rappelle aussi que pour rentrer aux États-Unis, il est obligatoire d'être muni d'un ESTA et que depuis le mois dernier, le tarif de l'ESTA est passé à 40 $ américains. Il est valable 2 ans et il est relié au passeport de votre voyageur. On va maintenant vous présenter les différentes saisons qu'on propose en Alaska. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la saisonnalité en Alaska. C'est vrai que c'est une région qui se transforme radicalement au fil des saisons. La période la plus propice au voyage, ça reste évidemment la période estivale, qui va de vraiment fin mai, début juin à mi-septembre. Donc, c'est quand même une période assez courte. C'est là que vraiment vos voyageurs vont avoir l'opportunité de faire le plus de choses, de voir le plus d'animaux, de vraiment profiter au maximum de toutes les régions, de l'Alaska. Les journées sont interminables, le soleil se couche à minuit ou plus, donc il y a vraiment beaucoup de temps pour explorer. Et l'hiver, c'est du coup beaucoup plus calme et c'est un tout autre visage. C'est aussi l'occasion, par exemple, de proposer des voyages alliant aurore boréale avec peut-être un axe plus détente, avec les sources thermales, avec des séjours plus axés spa. Il est aussi possible de faire des sorties sportives en ski ou raquettes. Donc les deux saisons se vendent très bien. À savoir tout de même que si vos voyageurs veulent vraiment voir des aurores boréales, il va falloir proposer un voyage entre fin août et avril absolument. Donc l'Alaska, c'est vrai que c'est un peu l'incarnation de l'aventure. Quand on pense à l'Alaska, on va tout de suite penser aux paysages immenses, aux grizzlies, vraiment un peu le bout du monde. Et c'est vrai que c'est une destination vraiment qui fait rêver ceux qui cherchent le grand air et les expériences hors sentier battu.
mais pas que. C'est vrai que dernièrement, on reçoit de plus en plus, nous, de demandes de voyageurs solo. C'est vrai que l'Alaska, ça se fait aussi très bien, seul. Quand c'est bien organisé et bien ficelé, il y a aucun souci. En plus avec une assistance, 24/24 que nous on propose, il y a vraiment un accompagnement qui se fait tout au long du voyage. Et la plupart des villes, sont vraiment, pas très enfin, sont vraiment joignables aussi en train pour ceux qui veulent voyager en train. Donc en tout cas, c'est vraiment possible de voyager seul et on propose également des petites, activités, des activités en petits groupes, je veux dire. Donc le voyageur solo va pouvoir, être amené à rencontrer un petit peu de monde sur place. Donc c'est vraiment bien pour les voyageurs solo et aussi, pour les familles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement aux idées reçues, c'est vrai que l'Alaska, c'est une super destination pour les familles. Nous, on a des hébergements, qui proposent, des cuisines, des machines à laver, tout équipé, donc ça c'est vraiment propice, pour les familles qui veulent rester, et on a plein d'activités ludiques, voilà, découverte de la faune, de la flore avec des guides, donc tout se combine très bien pour les familles également. Et on va maintenant commencer un petit peu à vous présenter certaines villes et étapes que nous, on aime proposer dans nos circuits. Donc la plupart de nos voyageurs généralement arrivent à Anchorage. Anchorage, une grosse ville nord-américaine sans trop de charme. Généralement, on évite de rester trop longtemps à Anchorage. Ça va généralement être la première nuit et la dernière nuit du circuit. Et tout de suite, on va faire partir les voyageurs généralement vers le nord, vers le Denali, le fameux Denali, parc national du coup, qui se situe à 4 heures de route environ de Anchorage, où vous pouvez, où les voyageurs peuvent voir le plus haut sommet d'Amérique du Nord, le mont Denali. À savoir que ce parc national, vous ne pouvez y accéder qu'avec un guide, c'est-à-dire qu'avec leur voiture de location, les voyageurs ne peuvent pas avoir accès en saison haute au parc. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une petite sortie avec un guide, voilà, avec un petit groupe, et le guide va emmener les voyageurs vraiment dans le parc pour découvrir les animaux et la flore et les paysages. À savoir également que le train relie Anchorage au Denali, donc c'est aussi facile pour les voyageurs qui ne sont pas véhiculés de se rendre dans ce parc national. Et toujours en partant d'Anchorage, si on a plusieurs possibilités d'arrêt, en fait, les voyageurs peuvent décider de s'arrêter à Talkeetna, qui se trouve à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de route de Anchorage, ou au Denali, voire les deux. Il est possible de remonter jusqu'à Fairbanks. Donc, depuis Anchorage, ça représente quand même une très grosse journée de route. C'est pour ça qu'on suggère de s'arrêter et à l'aller et au retour. Il n'est pas obligatoire de reprendre cette route-là quand on revient sur ses pas. On peut tout à fait faire une boucle. Il y a une route qui part vers l'est, qui rejoint Tok, et puis qui rejoint également le Canada, où on peut redescendre sur Glenallen pour partir du côté de McCarthy qu'on va présenter après. Donc Fairbanks est assez isolé, et comme l'expliquait Naïma tout à l'heure, ça reste aussi une très belle étape pour aller observer les aurores boréales. On est vraiment dans le nord en fait de l'Alaska. Euh, Fairbanks, c'est une bonne étape aussi pour l'aspect culturel et pour les familles. Il va y avoir de très beaux musées qui sont ouverts presque tous les jours de l'année, qui sont gratuits, comme le Maurice Thompson Museum, qui va retracer toute l'histoire autochtone, toutes les traditions des différentes populations de l'Alaska. On va aussi avoir le Pioneer Park, qui se trouve en plein centre-ville et qui est accessible et très chouette à visiter avec des familles, parce qu'on va avoir des comédiens qui sont déguisés en tenue d'époque, qui vont présenter différents musées, différentes expositions. Il va y avoir des restaurants, donc ça reste un musée tout à fait complet pour les familles. L'Alaska, ça représente aussi un petit peu l'époque de la ruée vers l'or. Donc il va y avoir des tours comme ça, un petit peu pour faire de l'orpaillage, donc pour aller chercher dans la rivière des petites pépites d'or. Et toujours dans les aspects touristiques qu'on va retrouver autour de Fairbanks, il va y avoir la pipeline en fait qui transporte le pétrole de l'Alaska, du centre de l'Alaska, des terres jusqu'aux différents ports en fait. Fairbanks, comme l'expliquait Naïma, qui est accessible aussi en train. Donc les voyageurs qui ne souhaitent pas conduire peuvent tout à fait rejoindre euh, Anchorage ou Fairbanks depuis là où ils atterrissent, par exemple, en train, en s'arrêtant et en passant une nuit, 2 nuits ou 3 nuits au Denali. On va avoir à 1 heure 30 de Fairbanks aussi les China Hot Springs, qui sont assez connues parce qu'elles représentent aussi un petit peu plein de points de randonnée, de départ, de sentiers de randonnée pour
pour rayonner dans la région. C'est aussi un établissement où on peut rester dormir. Il propose un spa, un hôtel et puis les sources d'eau thermale à l'extérieur. Fairbanks, c'est aussi une belle destination pour l'observation de la faune et notamment des animaux. Il y a un très grand sanctuaire d'oiseaux où il y a un petit musée avec des sentiers de randonnée pour observer les animaux. Et comme je l'expliquais tout à l'heure déjà, de nombreux musées à Fairbanks. Ce qu'on aime bien proposer, souvent Fairbanks, c'est de le proposer plutôt à partir de fin août, début septembre, qui correspond à la période des aurores boréales. On travaille avec le Borealis Base Camp, qui est un établissement qui propose un spa et qui va avoir deux types d'infrastructures sur place, à savoir des dômes avec un toit en verre transparent ou des cubes un petit peu plus adaptés pour des familles. Il va y avoir plusieurs chambres, alors que le dôme reste en fait avec un lit double et éventuellement un matelas, une place qu'ils peuvent ajouter. Donc, ça peut correspondre aussi bien à des couples qu'à des familles. Et sur place, ils proposent en fait des packages avec du chien de traîneau, du yoga, de la randonnée. On va repartir dans le sud d'Anchorage. Donc là, on était là-haut à Fairbanks. Et là, quand on redescend, on arrive à Homer. Donc je continue. Du coup, Homer, c'est vraiment, une étape incontournable qu'on propose quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que c'est une petite ville portuaire charmante, en fait. Bon, alors déjà, la route entre Anchorage et Homer est absolument magnifique, faut le dire. Mais en plus, Homer est vraiment une ville vraiment charmante avec, des galeries, des ateliers, des petits musées locaux, des petits cafés. C'est vrai que c'est vraiment très sympa. Généralement, on propose à nos voyageurs d'y rester quelques jours. Et c'est notamment le point de départ d'excursions vraiment sympathiques. Par exemple, on a une très belle excursion en kayak, dans la baie de Katchemak, qu'on aime bien proposer et on a, également une excursion vraiment phare, qui est, vraiment généralement le point fort de nos voyageurs. On a eu des retours, vraiment, exceptionnels. Les gens en ont pleuré de cette excursion. Donc on aime bien la proposer, c'est, de partir en fait en avionnette à la journée avec, un pilote guide, pour aller observer les grizzlies, dans le parc national et la réserve de Katmai. Donc vraiment, vous partez en avionnette, c'est, minimum 5 personnes, dans l'avion enfin ça dépend en fait du poids de l'avion, donc c'est restreint, ça peut aller de 2 à 5 personnes, donc c'est vraiment une très exclusif comme activité et vous allez partir à la journée. Déjà, vous survolez une partie de l'Alaska, ce qui est absolument, magnifique et en plus de ça, vous allez après aller atterrir à différents endroits selon où sont les grizzlies. Évidemment, les guides le savent à l'avance et puis vous allez aller pouvoir observer les grizzlies à la journée. Donc ça, c'est vraiment, le point fort des excursions qu'on aime proposer, nous, sur l'Alaska. Par rapport aux hébergements un petit peu plus exclusifs, un de nos hébergements favoris, c'est le Tutka Bay Lodge, toujours accessible au départ d'Homer que vient de présenter Naïma. Le Tutka Bay Lodge se trouve dans la baie qui porte son nom et il est accessible soit en bateau directement depuis Homer, donc on a à peu près 30 à 40 minutes de bateau. Autrement, il est possible d'arriver directement à Homer en avion pour les voyageurs qui souhaitent éviter les 4 heures de route. Ou en véhicule privé depuis n'importe quelle ville. Par exemple, si vous avez des voyageurs qui arrivent, mettons, à Seward ou à Valdez en croisière, il est tout à fait possible, ils ont un chauffeur qui peut aller chercher vos clients directement là où ils arrivent pour les amener au port de mer. Ce lodge travaille en tout inclusif, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'hébergement, les repas et les activités qui vont être comprises. Donc là, c'est un lodge haut de gamme. Ils ont uniquement 5 chalets privés et quand on réserve avec eux, le voyageur va avoir un chalet privé entièrement pour lui. Donc, ce ne sont pas des chambres au sein d'un lodge. Il y a un lodge principal où on prend les repas. Autrement, ce sont que des lodges privatifs. Donc, on n'a pas plus de 15 guests en fait en même temps au lodge. Ça garde vraiment cet aspect exclusif et du bout du monde qu'on peut retrouver régulièrement en Alaska. Euh, Tout est inclus, à savoir également l'activité que vient de présenter Naïma, à savoir le départ en hydravion d'Homer pour aller voir les ours dans le parc national. Cette excursion à la journée, elle coûte entre 1000 et 1500 dollars américains. Le Tutka Bay Lodge pour un séjour de 3 nuitées incluant donc ce type d'activité et tous les repas, il faut compter à peu près 10 000 dollars américains. Donc là, on est vraiment sur un lodge exclusif pour une certaine catégorie de clients. Mais on a aussi des hébergements beaucoup plus standards. Par exemple, dans la ville de Girdwood, donc là on était dans le sud de la péninsule, là on remonte un petit peu, on reste au sud d'Anchorage, à Girdwood, où on va avoir des hébergements plus standards, on est plus proche d'Anchorage.
Et c'est une étape qui va être idéale pour les voyageurs sportifs surtout, notamment parce qu'en hiver, il est possible de skier et qu'en été, on propose des sorties en vélo de montagne avec ou sans guide. Le Girdwood est une étape qui est assez connue, notamment pour le Alyeska Resort. Donc, c'est cet hôtel qui est haut de gamme et qui va proposer différentes catégories de chambres et qui est directement accessible. Les pistes sont accessibles directement depuis l'hôtel. Donc, il n'est pas obligatoire de séjourner à l'hôtel si on souhaite partir skier à la journée. Donc, en hiver, il y a tout type d'activités sportives qu'on peut imaginer. Et en été, comme j'expliquais, vélo de montagne, randonnée. On a aussi du rafting. Il y a beaucoup d'événements. C'est une toute petite ville, mais il y a beaucoup d'événements l'été. Donc, c'est assez intéressant aussi de l'inclure dans un itinéraire. Donc là, j'étais dans le sud d'Anchorage. On va remonter et on va s'engouffrer petit à petit dans la vallée de Matanuska, qui porte le nom du glacier Matanuska, qui se trouve ici en face de Glacier View, dont je vais parler juste après. Pour l'instant, on s'arrête à Palmer, qui est vraiment une très belle étape qu'on surnomme Farm Loop parce qu'en fait, Palmer est une région qui est très verte et c'est un petit peu le cœur agricole de l'Alaska. On va proposer une immersion agricole avec un guide, véhicule compris. Donc, ça veut dire que même un voyageur qui voyage sans son propre véhicule peut partir dans le véhicule du guide pour aller à la rencontre des agriculteurs locaux pour déguster différents produits et en apprendre un petit peu plus sur les challenges que c'est de cultiver en Alaska. Parce que comme le disait Naïma tout à l'heure, on a des étés avec des journées qui sont très longues et des hivers avec parfois seulement 5 heures en fait de luminosité. Donc c'est assez intéressant d'aborder l'aspect agricole de la région. Et Palmer est également le point de départ pour partir randonner à Hatcher Pass. Donc Hatcher Pass, c'est le nom d'une randonnée de la région avec toute la route en fait qui mène à Hatcher Pass, qui n'est pas goudronnée. Donc là, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il est important d'avoir un véhicule qui est autorisé à rouler partout en Alaska, car tous les loueurs n'autorisent pas de rouler sur toutes les routes en fait. Et donc là, on peut partir à Hatcher Pass seul. Il y a des sentiers de randonnée qui sont tout à fait bien balisés, mais ça, c'est plus intéressant de le faire avec un guide local qui va sortir un petit peu des sentiers touristiques et on peut accéder à d'anciens sites miniers également dans la région. Donc là, on était parti d'Anchorage, on est arrivé à Palmer et on va continuer. Donc Palmer qui se trouve à 3 quarts d'heure d'Anchorage. Et si on continue vers Glacier View, on a à peu près 1 heure de route. Et ça, c'est une très belle étape. Donc je présentais ici le bras ici du glacier qui s'appelle le glacier Matanuska, sur lequel on peut randonner avec un guide, soit à la demi-journée, soit à la journée entière, qui peut se combiner avec en fait une expérience d'escalade sur glace dans le glacier. Et on a différents types d'hébergements. On a des hébergements standards, des chalets avec cuisine, mais on aime bien travailler avec le Alpenglow Luxury Camping. Ce sont des tentes glamping, donc avec un grand leaking avec des vues sur le glacier. Chaque tente a une vue sur le glacier. Le petit déjeuner est compris dans la nuitée. Et là, il faut garder en tête que vos clients n'auront pas un sanitaire privé. Il va y avoir un bloc sanitaire avec des douches, des WC et un spa sur place. Donc, c'est tout à fait confortable, mais il faut garder en tête que ça reste plus standard que les hébergements qu'on a présentés précédemment. Et donc là, si on continue sur la route après Glacier View, on va partir beaucoup plus hors des sentiers battus. Je vous parlerai de McCarthy. Mais avant, on va d'abord vous parler un petit peu des voyages en train. Donc, je vais repasser la parole à Naïma qui va vous présenter l'Alaska Railroad. C'est ça, donc voyager en train en Alaska, en fait, c'est possible. Et c'est d'ailleurs une super façon de profiter des paysages sans stress, parce que c'est vrai que l'Alaska, c'est quand même une région qui demande beaucoup de conduite. Il faut quand même aimer conduire. Vous avez vu, les temps de route sont quand même assez longs. Et donc pour les voyageurs qui ne veulent pas conduire, c'est possible. La plupart des villes sont, en fait, vous pouvez relier la plupart des villes en train. Et c'est l'occasion du coup de profiter des magnifiques panoramas de l'Alaska sans le stress de la conduite. On ne peut pas dormir à bord du train comme ça se fait par exemple au Canada, ça c'est à savoir. Et à savoir également que ce sont généralement des trajets qui prennent beaucoup plus de temps, probablement le double d'un trajet en voiture. Donc pour un trajet qui va faire 3 4 heures en voiture, il va falloir compter 6 7 peut-être même 8 heures de train selon les arrêts. Donc il faut bien prendre ça en compte. Il faut quand même avoir le temps de voyager si on voyage en train. Mais en tout cas, c'est un mode de déplacement très agréable pour les circuits en Alaska.
Hop, et ensuite, je vais vous parler d'un hébergement insolite, un peu hors sentier battu avec lequel on aime bien travailler, c'est le Shearwater Cove. Alors ça, c'est vraiment, une expérience, full immersion, pleine nature, déconnexion, pour être vraiment, seul au monde. Comme vous le voyez sur la photo, en fait, c'est des yourtes qui sont, situées en pleine forêt. C'est accessible seulement en bateau à partir de la petite ville de Suard, donc il me semble de mémoire que c'est, 30 minutes de bateau. Et c'est des hébergements en totale autonomie, c'est-à-dire que les voyageurs, avant de partir, vont faire leurs courses à Suard, ils vont prendre le bateau et ils vont rester 1 ou 2 nuitées en totale autonomie dans ces yourtes. Et dans cet établissement, il y a à disposition des kayaks, il est possible de pêcher, il est possible de faire de la randonnée. Donc ça, c'est vraiment une expérience, hors du temps qu'on aime bien proposer, pour les gens en quête de déconnexion et de vraiment d'expérience en pleine nature. Et une activité un petit peu, aussi, hors sentier battu qu'on aime bien proposer, c'est le packraft. Donc je ne sais pas si vous connaissez le packraft, c'est encore un petit peu méconnu, mais c'est vrai que c'est, en fait, une activité qui ne nécessite pas forcément de compétences techniques particulières comme peut-être le rafting ou le kayak où il faut être peut-être un peu plus expérimenté. En fait, c'est un petit bateau gonflable ultra léger, facile à transporter et très stable, et c'est en fait une activité assez idéale pour les familles ou les gens qui ne sont pas forcément, très sportifs, et ça permet de vraiment accéder à des endroits qui sont inaccessibles et que vous ne pouvez pas voir si vous n'y allez pas, en fait, en packraft. Donc notamment au pied des glaciers, et vous imaginez bien aussi que c'est l'occasion de voir des animaux de très près, des animaux marins. Donc on aime bien proposer ça et il est possible de le faire donc soit à la journée, soit en itinérance, c'est-à-dire que vous allez partir avec une tente et le guide et toute la nourriture et puis vous allez aller camper, voilà, sur un itinéraire et bouger le lendemain à chaque fois. Ou alors c'est possible de le faire en étoile. Vous allez vraiment le premier jour, installer le camp avec la tente et puis vous allez rayonner pendant 1 ou 2 journées autour, et aller, voilà, découvrir, les environs. Donc c'est vraiment une très, très chouette activité qu'on aime bien, nous proposer. Donc là, on part vraiment dans le fin fond de l'Alaska. On va aller à la frontière du Canada dans le parc national Ranger Saint-Elias, qui est le plus grand parc national aux États-Unis. On est à 6h30 de route d'Anchorage, voire même plutôt 7 ou 8. Donc, c'est possible aussi de le visiter à la journée en partant en avion. Il y a des avions qui atterrissent directement à McCarthy. Nous, ce qu'on aime bien proposer, c'est donc toutes les étapes qu'on vient de présenter avec Naïma, à savoir Palmer, Glacier View, et de poursuivre jusqu'à McCarthy et Kennecott. Cette région est réputée pour les glaciers les plus accessibles sans guide. Par exemple, sur ce glacier, il est tout à fait possible de randonner sans guide et sans crampons. Euh, c'est vraiment le bout du monde. C'est-à-dire que quand vos voyageurs arrivent à McCarthy, il n'y a pas de réseau mobile, on est coupé du monde. On dort dans un hôtel historique ou dans un lodge éventuellement. Il y a un très beau lodge qui surplombe la vallée à Kennecott. Et McCarthy est le point de départ de nombreuses randonnées sur des glaciers, mais aussi de sorties type rafting. Il y a un petit bus, une petite shuttle qui relie la ville de McCarthy à Kennecott, qui est réputée en fait Kennecott pour la visite des mines qui ont été abandonnées du jour au lendemain. Donc il y a vraiment une histoire intéressante derrière la ville de Kennecott qu'on surnomme Ghost Town. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, certains types de véhicules, certains loueurs n'autorisent pas à rouler partout en Alaska. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc, on travaille uniquement avec des loueurs qui sont autorisés à rouler partout en Alaska, parce que pour arriver à McCarthy, on va avoir 2 à 3 heures de voiture sur une route qui n'est pas goudronnée. Et la plupart des loueurs ne sont pas autorisés à rouler jusqu'à McCarthy. Donc, option numéro 1, c'est de prendre un vol pour partir directement à McCarthy, ce qu'on préfère éviter. Nous, on recommande vraiment la full expérience immersive et d'arriver en voiture et de rester au moins 3 nuits sur place, étant donné qu'il y a quand même un gros trajet pour y arriver. Donc, c'est une autre manière de voir l'Alaska qui correspond pas à tous les voyageurs, mais qu'on aime bien mettre en avant. C'est vraiment la déconnexion. Et pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur et les destinations plus incontournables de l'Alaska et les hors-sentiers battus, on a monté un long circuit de 32 jours qu'on a mis sur notre site web en ligne, qui combine également une partie environ une semaine au Canada
avec la découverte des Rocheuses, avec Jasper, Banff et le lac Louise, mais aussi les Badlands à Drumheller. Et on va passer presque plus de 3 semaines dans l'Alaska avec la découverte du mythique Denali. On a inclus également la ville de McCarthy que je viens de présenter. Donc, c'est un beau circuit qui peut vous donner une idée de ce que vous pouvez proposer à vos voyageurs et vous pouvez ne prendre qu'une petite partie et partir sur un itinéraire de 10 jours à partir de ce long circuit qui vous donnera une belle idée de ce qu'on peut proposer. Et donc voilà, juste pour petit rappel, donc comme vous le savez, nous on fait vraiment de la conception sur mesure, des itinéraires personnalisés vraiment en fonction des profils de chaque client. Il y a une assistance francophone ou anglophone pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant le voyage. Et il est important de noter que voilà, nous, on essaye vraiment de travailler avec des acteurs locaux, des petites structures plutôt familiales. On essaye d'éviter dans la mesure du possible de travailler avec des grosses chaînes ou des groupes vraiment internationaux. On essaye de sélectionner évidemment des partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. Et également, il est important de noter que, voilà, vous avez vu, on met à jour vraiment très, très souvent notre base de données et nos produits de par notre expertise terrain. On va très régulièrement sur le terrain et les retours clients également qui nous aident beaucoup à nous améliorer toujours. Et ici, vous avez alors 3 exemples, enfin enfin voilà, gros exemple en fait, en gros du carnet de voyage, que nous on va proposer, aux clients. Comme vous le voyez, c'est très, très détaillé et on va toujours vraiment dans le détail. Ce carnet de voyage, ça va vraiment être le fil rouge, le fil conducteur, de vos voyageurs. Ça va être un petit peu comme un routard, personnalisé rien que pour eux. Donc il va y avoir toutes les heures de rendez-vous, les lieux de rendez-vous, les liens pour, aller voir les cartes. Voilà, ça va dans le détail de où garer votre véhicule. On conseille les équipements à emporter selon les activités, qu'est-ce qui est fourni, qu'est-ce qui ne l'est pas. On va toujours également donner aux voyageurs le numéro du prestataire en cas de besoin, le numéro de confirmation de sa réservation. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui va aider le voyageur à vraiment pouvoir profiter de son voyage sans trop se soucier de la logistique. Et dans le dernier petit encadré, vous pouvez voir un exemple, par exemple, de ce qu'on aime proposer dans un cas où, par exemple, l'hôtel ne propose pas le petit déjeuner, ce qui arrive assez souvent en Alaska. Et ben, on va toujours, nous, aller proposer des options de où aller manger à moins de 5-10 minutes de l'hôtel. Pareil pour la restauration et pareil pour les journées libres. Par exemple, une journée libre à Homer, et ben, on va venir vraiment conseiller le voyageur sur toutes les choses à faire selon la saison et selon ce qui l'intéresse, selon ses centres d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment très très important ce carnet de voyage. Eh bien, C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Et puis, place aux questions si vous voulez ouvrir les micros. Et puis, si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté ou ce qu'on n'a pas présenté, n'hésitez pas. merci en tout cas toutes les deux pour cette super immersion à travers l'Alaska. Vous nous avez fait rêver avec des belles photos de glaciers, de fjords et d'ours. L'observation à Katmai me fascine toujours autant. N'hésitez pas à nous écrire vos questions dans le chat ou à ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Et puis on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Moi j'en avais reçu une, Louise Naïma. Euh, quelle serait la durée recommandée d'un voyage en Alaska selon les saisons? Pour la saison hivernale, généralement, au Canada comme en Alaska, les voyageurs partent moins longtemps. Moi, je pense que 10 jours, c'est suffisant. Ça va dépendre de ce que le voyageur souhaite faire et souhaite voir, si c'est un profil aventure et qui veut vraiment être en extérieur toute la journée, faire du chien de traîneau, de la balade en raquette, du ski éventuellement. Ça peut permettre déjà de passer 5 à 7 jours en immersion dans les sports en fait, hivernaux. Ce qu'on aime bien ajouter aussi en hiver, c'est d'ajouter un aspect un petit peu plus cocooning avec un lodge comme on l'a montré à Fairbanks pour observer les aurores boréales, avec un spa. Les journées sont plus courtes, donc il faut garder en tête que quand il y a 6 heures ou 5 heures de luminosité en hiver, les journées passent vite. Moi, je dirais à peu près 10 jours. Il faut quand même que vous gardiez en tête que l'Alaska, il y a presque 24 heures de trajet pour arriver en Alaska. Le vol qui part d'Europe va généralement avoir une escale, soit Seattle, soit Minneapolis. Il n'y a pas de vol direct depuis l'Europe. Donc, on a quand même 2 gros vols pour arriver, ce qui fait que je recommande au moins 10 jours sur place. Pour un séjour estival en été,
Moi, je vais plutôt partir sur au moins 15 jours parce que comme Naïma l'expliquait tout à l'heure, il y a quand même des grandes distances en Alaska. C'est rare de conduire moins de 3 heures. Donc, si on veut bien découvrir l'Alaska, qu'on veut aussi bien partir voir la mer, voir les baleines, observer les ours et puis aussi avoir un petit peu d'aspect culturel, je recommanderais au moins 15 jours pour l'été, voire 3 semaines. C'est quand même le voyage d'une vie. Si c'est possible de rester 3 semaines, c'est mieux. Maintenant, il n'y a pas y a pas de durée idéale. Ça va dépendre aussi si on est avec des enfants et puis la durée des congés qu'on va avoir. Très bien, merci. On a une question de Laura. Proposez-vous la location de vêtements techniques, donc pour l'hiver ou pour des activités comme le packraft? Alors, pour le packraft, tout est déjà compris, c'est-à-dire que le guide va vraiment déjà fournir que ça soit tout le matériel de camping pour les nuitées, aussi bien que la nourriture et le packraft, enfin, le sac avec le raft. Pour ce qui est de l'hiver, on essaye de le proposer et à Fairbanks et à Anchorage. Pour le moment, on a trouvé un loueur à Anchorage, pardon, et on est encore en recherche sur Fairbanks pour les voyageurs qui n'iraient pas jusqu'à Anchorage. Parce que les 6 heures de voiture de Anchorage à Fairbanks, l'hiver, on va le déconseiller quand même, même si la route est praticable. C'est des conditions qui sont particulières. Donc, pour l'instant, on le propose à Anchorage et pas encore à Fairbanks. Merci beaucoup. Et Laura, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Une question de Nathalie. Est-ce que vous pouvez organiser un voyage pour un petit groupe, donc 5 à 8 personnes, avec un guide chauffeur francophone? Alors, sur les guides francophones, on n'en a pas pour l'instant en Alaska, malheureusement, c'est denrée rare. On a un chauffeur guide anglophone, un chauffeur guide local, ça c'est tout à fait possible de le proposer. Et petit groupe, oui, puisque on a d'ailleurs confirmé un long séjour en Alaska pour 6 personnes qui ont leur propre SUV 7 places. Donc là, pour le coup, ils sont en autotour. Mais on va pouvoir proposer chauffeur guide, malheureusement pas francophone pour le moment. Très bien, merci. Nathalie, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Une question de Bruno. Faites-vous les vols également Francfort-Anchorage en direct? Bon, Non, on n'a pas de partenariat, malheureusement, avec les compagnies aériennes. On s'occupe vraiment uniquement des prestations terrestres. très bien. Merci, Louise. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé des SUV. On se posait la question des routes et de la qualité des routes. Est-ce qu'il est facile de se déplacer en Alaska? Oui, les routes sont en bonne condition, il n'y a pas de péage, c'est vraiment facile de conduire en Alaska. La seule chose sur laquelle j'ai insisté un petit peu tout à l'heure, c'est certaines destinations comme McCarthy ou comme Hatcher Pass du côté de Palmer, où là, il va y avoir des routes qui sont pas goudronnées. Donc ça, on l'explique très bien dans le carnet de voyage, tout est bien clair. Mais là, il faut bien garder en tête que tous les loueurs ne sont pas autorisés à rouler sur toutes les routes de l'Alaska. Donc, les loueurs de type Avis, Budget, Enterprise qui se trouvent à la sortie de l'aéroport de Anchorage, tous ces loueurs-là ne sont pas autorisés à rouler sur toutes les routes de l'Alaska. Donc, on va vraiment favoriser certains loueurs avec lesquels on a décidé de travailler. Autrement, c'est très facile de conduire en Alaska. Toutes les voitures, les flottes de véhicules sont très récentes et ce sont que des voitures automatiques. Et nous, d'office en Alaska, on met un SUV, même si c'est pas obligatoire d'avoir un 4x4. On va le mettre pour garantir au client qu'il puisse, s'il le souhaite, si l'envie lui prend le jour même de partir sur des routes un petit peu moins empruntées. Autrement, c'est tout à fait possible. Enfin, il n'y a pas de conduite particulière ou de code de la route différent par rapport à l'Europe. Très bien. Et est-ce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour réserver des voyages en Alaska? Ouais, bonne question. Oui, oui, tout à fait. Il faut s'y prendre très en avance parce que les hébergements, les infrastructures en Alaska, il y en a peu. Il faut savoir que les villes sont vraiment petites. Anchorage, par exemple, qui est la plus grande ville du pays, il y a 350 000 habitants, 400 000 habitants. Donc, ça reste finalement des petites villes à l'échelle comme on pourrait l'imaginer. Il y a peu d'hébergements qui se remplissent donc très vite. Il faut garder en tête que l'Alaska, c'est quand même pour un voyageur qui va avoir déjà quand même un beau budget, même si on est sur une hôtellerie standard. Par exemple, une nuit dans un hôtel assez classique, on va être autour de 300 dollars américains la nuit pour un hébergement standard qui n'inclut pas toujours le petit déjeuner. Donc, il faut s'y prendre en avance si on veut avoir les meilleurs rapports qualité-prix et pas juste trouver de la dispo dans ce qui reste. Mais aussi pour les réservations des véhicules, c'est pareil. En fait, on va avoir des early bookings si on réserve assez tôt, comme c'est le cas en ce moment. On va avoir des réductions qui s'appliquent pour les loueurs de voitures.
Donc, plus on réserve tôt, plus on a des beaux hébergements à des prix convenables, plus on s'y prend tard et plus on va devoir. On peut peut-être trouver de la disponibilité encore, hein, 5 mois, 4 mois avant le départ, mais ça va être ce qu'il y a au prix qu'il y a, donc c'est dommage. On recommande généralement 1 an à 6 mois en avance si on veut pouvoir bénéficier des bons rapports qualité-prix que propose l'Alaska. D'accord, merci beaucoup. Et puis pour les voyageurs croisiéristes qui arrivent en Alaska, en croisière, est-ce que vous recommandez une extension particulière ou un package terrestre ensuite pour compléter cette visite? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de voyageurs qui vont arriver directement des États-Unis ou du Canada et qui vont remonter, qui vont longer vraiment tous les fjords et qui vont remonter jusqu'à l'Alaska en s'arrêtant par Juneau. Donc toute cette partie-là, on n'en a pas du tout parlé parce que c'est pas une partie qu'on maîtrise. Nous, on ne propose que ce qu'on a vu, que ce qu'on a testé. Pour l'instant, personne de notre équipe n'est parti en prospection dans ce coin-là. C'est aussi un coin qu'on a choisi de ne pas proposer parce que justement, c'est assailli de bateaux de croisière qui vont faire des arrêts dans des toutes petites villes de 200, 150 habitants et qui vont d'un seul coup se remplir de milliers de personnes, de milliers de croisiéristes en fait qui arrivent. Donc nous, on s'est vraiment focalisé sur la partie qui va aussi accueillir des bateaux de croisière, mais qui va recevoir moins de monde. Et donc, on a parfois des demandes où on va avoir le bateau de croisière qui s'arrête par exemple à Juneau et il est possible de poursuivre soit en empruntant un ferry, hein, on achète un bateau de ticket commercial, ou en avion directement jusqu'à Anchorage par exemple. Donc là, pour le coup, il y a plein de possibilités si vos voyageurs, ils ont déjà booké une croisière et qui souhaitent poursuivre et louer leur voiture ou avoir un chauffeur guide sur place. D'accord, ouais, très clair pour moi. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Et puis sinon, sachez que nous vous renverrons donc le replay de ce live des experts dans la journée ou demain avec la présentation préparée par Louise et Naïma. Voilà, et quelques exemples de circuits. Donc vous aurez tout sous la main pour eh bien, reprendre toutes ces informations ou d'ailleurs contacter l'équipe de Terra Canada en direct pour leur poser des questions supplémentaires. Merci à tous pour votre participation. Ça a été un plaisir. Et puis notre prochaine session live des experts sera consacrée au Nicaragua. Donc si vous souhaitez nous rejoindre vers le 25 novembre, eh bien on partira un petit peu plus au sud de l'Alaska. Voilà.